Les tiques sont des animaux qui semblent nés d'un cauchemar brûlant. Elles sont pourtant bien réelles, mais il circule sur elles tout un tas d'idées fausses, alors que certaines choses que vous devriez savoir ne sont jamais évoquées. Alors, qui sont-elles et que risque-t-on vraiment? Normalement ces vidéos durent 4 minutes, mais aujourd'hui on va déborder un peu. Parmi les arachnides, qui sont déjà pas nos animaux préférés, il y a une sous-classe que l'on appelle les acariens, et qui relève pas bien le niveau. Les tiques comptent parmi les plus grands de ces acariens. On estime qu'elles sont apparues il y a environ 200 à 270 millions d'années, d'ailleurs on en a trouvé dans des plumes de dinosaures, et il en existe aujourd'hui environ 900 espèces dans le monde, dont 41 en France, et parmi elles, il y en a 3 que l'on rencontre principalement. Ixodes ricinus, qui transmet la maladie de Lyme, Dermacentor reticulatus et Ripicephalus sanguineus. Elles font toutes les 3 partie de la famille des tiques dures, c'est-à-dire qui ont une sorte de bouclier rigide sur le dos qui recouvre 100% du corps chez le mâle alors qu'il est partiel chez la femelle. Mais il existe aussi des tiques molles qui parasitent surtout les oiseaux et des tiques au nom de pâte à tartiner. Les tiques n'ont pas de tête, ce que vous voyez dépasser devant ce sont leurs pièces buccales et notamment l'hypostome et les chélicères qui permettent l'ancrage à la peau et l'absorption du sang. Certaines tiques ont des yeux, juste ici. C'est le cas de Dermacentor et Ripicephalus. Ixodes n'en a pas, mais ça ne l'empêche pas pour autant d'être la responsable de 94% des morsures rapportées sur des humains en France. Parce que ce ne sont pas avec leurs yeux qu'elles nous trouvent, mais avec un organe spécialisé situé à l'extrémité de leur première paire de pattes, qu'on appelle l'organe de Haller. Cet organe leur permet de détecter tout un tas de choses, et notamment des variations infimes de CO2, ce qui trahit notre présence et celle d'autres animaux auxquels elles pourront s'accrocher dès qu'ils passent. Petit débunk, les tiques ne tombent pas des arbres, elles ne peuvent pas vraiment s'éloigner du sol parce qu'elles sont très sensibles à la sécheresse, donc on les retrouve au niveau des herbes hautes et pas plus haut. Par contre, elles peuvent très bien se balader sur le corps pour aller piquer au niveau de la tête. On trouve des tiques partout en France, aucune région n'est épargnée, mais Ixodes, qui transmet la maladie de Lyme, préfère les endroits humides et frais, comme par exemple un bocage normand, un jardin dans le Grand Est ou une forêt du Pays de la Loire. Elle n'est pas du tout difficile et peut s'accrocher à la plupart des vertébrés terrestres, mammifères, oiseaux et reptiles. Ripicephalus, quant à elle, aime la chaleur, donc on la retrouve plutôt dans le sud et l'ouest. Et elle a une préférence pour les chiens. Et enfin, Dermacentor est un peu entre les deux. Elle cherche des températures et des hygrométries moyennes, et elle préfère les lagomorphes ou les rongeurs pour ses premiers stades de développement. Aucune tique n'est spécifique de l'être humain. Nous sommes ce qu'on appelle des hôtes accidentels. Leurs chances de survie sont bien meilleures sur des animaux qui n'ont pas de pouce opposable et une obsession pour l'hygiène, mais elles peuvent quand même nous transmettre des maladies. Alors ça se fait pas forcément tout de suite. Par exemple, pour la maladie de Lyme, la transmission de la bactérie commence en général 24 à 48 heures après la fixation. Après s'être accrochée, la tique commence d'abord par sécréter un sément qui la fixe durablement. Puis elle excrète des protéines salivaires qui dissolvent les tissus jusqu'à rencontrer des capillaires sanguins. Et quand le sang afflue, elle commence à se gorger grâce à un abdomen très élastique et parfois jusqu'à atteindre 100 fois leur poids d'origine. C'est là qu'il peut y avoir transmission de pathogènes. Pendant ce gorgement, elle ne garde que ce qui lui est utile et donc elle évacue l'excédent d'eau contenu dans le sang. Quand elle est assez remplie, elle se détache et elle tombe au sol. La fixation aux hôtes est en fait un événement rare dans la vie des tiques, destiné uniquement à accumuler des réserves énergétiques. C'est donc dans l'environnement qu'elles passent la majorité de leur temps. Tous les stades après l'éclosion se nourrissent de sang, mais les tiques dures ne se nourrissent qu'une seule fois par stade. Et chez les adultes, seules les femelles font un dernier repas de sang qui leur permettra après accouplement de pondre de 500 à 3000 œufs. Comme chaque repas dure à peu près une semaine, les tiques dures passent donc au maximum 3 semaines sur leur hôte, alors que leur durée de vie totale est d'en moyenne 2 ans. 2 ans, c'est pour les plus chanceuses, parce que le taux de mortalité est énorme chez les tiques. On estime qu'à chaque stade, seulement 10% survivent. Déjà parce qu'elles ont de nombreux prédateurs, lézards, petits mammifères, oiseaux, araignées, mais aussi parce que bon nombre d'entre elles meurent avant d'avoir trouvé un hôte sur lequel se nourrir. À chaque stade, les tiques vivent une course contre la montre pour trouver un repas de sang avant d'épuiser leurs réserves et de mourir. Les tiques qui arrivent au stade adulte sont donc des miraculés, des vampires, mais sans la vie éternelle. Si vous entendez des bruits de bouche, c'est Kinou. En France, il existe 18 pathogènes associés à un risque pour la santé humaine qui peuvent être portés par les tiques. Les derniers résultats du programme CITIC indiquent que 27,7% d'entre elles hébergent au moins un de ces pathogènes et qu'environ 15% des Ixodes ricinus françaises sont porteuses de Borrelia burgdorferi, la bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. Mais attention, c'est pas parce qu'une tique est porteuse qu'elle transmet forcément la maladie. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. La maladie de Lyme, transmise uniquement par les Ixodes, est très difficile à diagnostiquer en raison
présente d'une symptomatologie frustre avec des signes qui peuvent être dermatologiques, neurologiques, articulaires ou cardiaques. D'ailleurs, un signe à connaître, qui n'apparaît pas systématiquement mais qui est très évocateur, c'est l'érythème migrant, c'est-à-dire une plaque rouge qui s'étend en cercle autour de la zone de la morsure. Je bascule en mode veto pour vous dire que chez les chiens, la maladie de Lyme est asymptomatique dans 90 à 95% des cas, et les chats ne sont a priori pas sensibles. Pas sensibles à grand chose bien. Mais d'autres maladies potentiellement graves, comme la pyroplasmose ou l'ehrlichiose, peuvent les toucher, donc il faut aussi être vigilant pour eux. Il existe d'autres maladies beaucoup moins fréquentes, mais potentiellement graves, transmises par les tiques. Je vous mets en description un document de la Haute Autorité de Santé qui en fait la liste. Et alors, c'est pas une maladie vectorielle, mais sachez aussi qu'on peut devenir allergique à la viande après une morsure de tique. Ça s'appelle le syndrome alpha-gal et c'est lié au fait qu'il y a un sucre présent dans la salive des tiques, l'alpha-gal, qu'on retrouve aussi dans la viande des mammifères. Et si on se sensibilise à ce sucre après une morsure, on devient allergique à la viande. Et même dans certains cas, à la gélatine et aux produits laitiers. Ces maladies ne sont pas récentes, mais leur prévalence augmente, en raison notamment du changement climatique et des pratiques agricoles modernes qui étendent leur aire de répartition et augmentent leur activité. Autrefois surtout visibles au printemps et à l'automne, les tiques peuvent aujourd'hui se rencontrer même en hiver. Si vous trouvez une tique sur vous ou sur votre animal, décrochez-la le plus rapidement possible à l'aide d'un tire-tique. Il n'y a pas de sens horaire ou anti-horaire, vous pouvez tourner dans n'importe quel sens. Si vous n'avez pas de tire-tique et que les pièces buccales sont restées dedans après le retrait à la pince à épiler, c'est pas très grave. Les glandes salivaires et le tube digestif ne sont plus reliés, donc ça agit juste comme un corps étranger. Ça peut faire une réaction inflammatoire, éventuellement une petite infection locale, donc désinfectez bien et ça tombera tout seul. Je vous encourage, si vous vous faites mordre, à transmettre vos infos sur la morsure au programme CITIC et éventuellement à leur envoyer la tique incriminée, parce que c'est grâce à ça que la recherche sur les tiques avance. La mobilisation citoyenne est très importante dans ce domaine. Et puis comme environ 30% des morsures se font dans les jardins privés, en favorisant l'installation des prédateurs des tiques chez vous, vous vous protégez et vous rendez service à la faune sauvage. D'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on retient des tiques, mais le fait qu'elles soient des proies pour plein d'animaux n'est pas du tout négligeable. Elles font partie de la chaîne alimentaire. Sur le plan écosystémique, elles peuvent aussi contribuer, comme tous les parasites, à la régulation des populations d'hôtes, et ça c'est un truc qui nous contrarie un peu plus. Pour vous consoler, dites-vous que les tiques peuvent aussi avoir des tiques, ça s'appelle de l'hyperparasitisme et c'est très rare, mais ici par exemple, dans cette Unusual Tick Pic, excellente blague, on voit une tique mâle qui mord dans une tique femelle de la même espèce. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous mets toutes les sources en description. Désolée pour ce long exposé qui déroge à la règle des 4 minutes, mais j'avais juste trop de choses à vous dire. Si vous avez appris quelque chose et que vous voulez soutenir mon travail comme ces extraordinaires personnes, vous pouvez le faire via Tipeee ou sur YouTube directement en cliquant sur rejoindre. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous!